François Watin, je vais le présenter brièvement pendant qu'on l'équipe, est professeur de sociologie à Nanterre, auteur d'un grand nombre d'ouvrages de sociologie du travail spécialement, mais aussi de sociologie économique, des travaux plus théoriques, par exemple, qui fait écho à l'intitulé même de ce cours de cette année, un ouvrage paru chez Albin Michel, Le travail et ses valeurs, de 2008. Et François Watin va nous présenter une conférence ou un exposé sur le travail, ses valeurs et ses mesures. Et je lui donne tout de suite la parole en le remerciant d'avoir accepté mon invitation. C'est moi qui te remercie de m'avoir invité. C'est bon le micro là Oui, je pense. Bon. C'est moi qui te remercie de m'avoir invité. Effectivement, donc l'exposé que je vais vous faire s'inspire de l'ouvrage qui vient d'être cité, le travail et ses valeurs, mais également, dans la dernière partie notamment, d'un ouvrage que j'ai réalisé avec notamment mes anciens étudiants ou des gens proches, qui sont tous aujourd'hui de jeunes collègues, qui s'intitulait « Évaluer et valoriser une sociologie économique de la mesure », paru aux presses universitaires du Mirail à Toulouse. Et donc, j'ai eu le grand bonheur que cet ouvrage, paru initialement en 2009, vienne d'être réédité l'année dernière. Donc, pour rééditer un ouvrage collectif paru dans une maison universitaire, ça prouve qu'il a rencontré un certain écho, et donc ce qui m'a fait très plaisir. Mon exposé donc, se déroulera en 3 temps. Dans un premier temps, je vais revenir sur la notion de travail telle que je l'ai abordée. Donc, je pense que ça va rentrer en résonance avec ce qu'a pu dire Pierre-Michel Menger depuis le début de ce cours, avec ma petite musique personnelle. Dans un deuxième temps, je vais m'appuyer dans une espèce de contraposé, je ne peux pas vous l'expliquer maintenant, mais je pense que vous le comprendrez en m'entendant, sur le paradigme énergétiste, en abordant très brièvement ce qu'on appelle le travail en physique et pourquoi il y a cette connivence et la signification que ça peut avoir sur la représentation globale du travail dans notre société. Et ceci pour conclure dans un troisième temps autour de l'idée de penser le travail producteur, ce qui est la démarche développée dans Évaluer et valoriser notamment, et ce mode de connexion que j'essaie d'établir en fait entre la sociologie du travail et la sociologie économique, puisque j'ai été présenté sous ces deux registres tout à l'heure. Alors, sur la notion de travail, pour commencer, ces dernières décennies ont été marquées par un débat récurrent sur le statut de cette notion. Ce débat est extrêmement ancien, mais il est assez significatif de voir à quel point il a rebondi au cours de ces 20 dernières années, 30 dernières années. Est-ce que le travail est une notion universelle? Est-ce qu'il y a des sociétés avec travail et des sociétés sans travail? Une insistance régulière sur l'étymologie, le fameux tripalium, qui n'est qu'un trépied, comme en fait, le travail des maréchaux ferrants, c'est un instrument à 3 pieux, mais effectivement, c'est de travail qui est pu venir, non pas le mot travail, mais le mot travailler, tripaliere, travailler au tripalium, puisque le travail sert à affairer les animaux, immobiliser les animaux pendant qu'on les ferme, mais ça peut servir aussi à immobiliser les hommes pendant qu'on les torture. Donc cette idée du travail associé à la torture, d'une définition très négative du travail, ce sont, je dirais, origines dans une tradition judéo-chrétienne. Jéhovah aurait dit à Adam, tu travailleras la sueur de ton front en le chassant du paradis terrestre, et aurait ajouté à l'intention d'Ève, tu enfanteras dans la douleur, et on appelle ça aussi le travail de l'accouchement. Alors dans toute cette configuration, on voit bien qu'il y a une forte influence de la philosophie grecque, de l'opposition entre l'espace domestique et l'espace de la cité, de l'idée que le vrai lieu de la socialisation, c'est l'espace de la cité, par opposition à l'espace productif, l'espace domestique. On en trouve la trace dans la fameuse tripartition d'Hannah Arendt, dans Conditions de l'homme moderne, tripartition entre œuvre, action et travail, la vraie vie active, la vraie vie qui a du sens, celle qui est valorisée, c'est pour Hannah Arendt l'action, celle de l'arène politique. On va faire une concession à l'œuvre de l'artisan-artiste,
mais le travail lui-même serait pure négativité, domaine de la nécessité, de l'aliénation, je dirais, dans la condition de la survie. J'ai entendu un petit peu tout à l'heure la fin du cours, cette idée du travail qui est simplement compensé par la rémunération qu'on lui donne et qui, pour le reste, est pure négativité. Une variante de cette représentation très abstraite, morale et politique du travail, est celle qui a été popularisée dans un ouvrage qui a eu un immense succès, publié en 1995, de Dominique Méda, Le travail, une valeur en voie de disparition, où on nous présente le travail comme une valeur donc, qui aurait émergé à l'âge classique, se serait épanouie au XIXe et XXe siècle, et serait aujourd'hui potentiellement en crise, voire en voie de disparition. Il y avait un point d'interrogation, et Dominique Méda insiste beaucoup sur l'importance du point d'interrogation, mais moi, ce n'est pas le problème de savoir si le travail est en voie de disparition ou pas, le problème est de savoir si le travail doit être pensé comme une valeur. Et je voudrais essayer de prendre le contre-pied de cette représentation, de cette façon de penser le travail, qui a l'inconvénient majeur d'évincer ce que j'appellerais très rapidement ici la technicité. Je dirais, je reprends cette belle formule classique de Marx qui nous dit que le travail est d'abord un procès qui se passe entre l'homme et la nature, un procès dans lequel l'homme règle et contrôle son métabolisme avec la nature par la médiation de sa propre action. Il se présente face à la matière naturelle comme une puissance naturelle lui-même. Donc cette façon qu'avait Marx d'ancrer le travail dans la naturalité autour de cette dimension technique, ce qui va être développé par exemple en France par toute la tradition d'anthropologie technique au XXe siècle. Alors, si on y regarde bien en effet, la représentation qu'on trouve chez Dominique Méda, qui insiste beaucoup sur l'historicité de la catégorie de travail, l'idée du travail qui aurait émergé à un moment donné dans nos sociétés, catégorie qui n'existerait pas comme catégorie générique dans des sociétés antérieures, avec, je dirais, souvent une forme de nominalisme dans la façon de se présenter ce genre de problème, si vous voulez, en raisonnant, en essayant de regarder si le terme travail existe comme tel dans telle ou telle société à telle ou telle époque, et en se disant on s'interdit de parler de travail dans telle société parce qu'ils n'ont pas ce terme de travail. Avec ce type d'argument, on ne parlerait pas des techniques préhistoriques, qui pourraient penser qu'il y aurait eu un concept général de technique qui aurait existé, ou un concept général de religion. Donc moi, il me semble que les sciences sociales sont bien forcées de construire leurs catégories propres et de penser des espaces sociaux qui n'avaient pas forcément ces catégories. Autrement, je vois difficilement comment on pourrait s'en sortir. Or, moi, ce qui m'intéresse dans la démarche de Dominique Méda, c'est qu'en fait, à travers cette représentation historicisée du travail, elle rabat de fait le travail sur le salariat, c'est-à-dire le travail pensé sous des modes divers, d'ailleurs, parce que la notion de salariat qui a été abordée tout à l'heure, on voit bien qu'elle permet de décliner un nombre de choses importantes, mais le travail pensé d'abord comme marchandise, objet d'un marché, avec un prix qui lui est affecté, je dirais par là, je ne vais pas vous refaire ici l'histoire du salariat, mais support de statut social, de droits sociaux, on évoquait tout à l'heure les questions de protection collective, et aussi objet d'une lutte dans la cité. Donc on retrouve là des catégories qui ont été forgées au XIXe siècle, l'opposition travail-capital comme façon de penser l'arène politique. Dans tout ça, on trouve bien peu l'activité technicienne, c'est-à-dire que le travail devient ici, chez bien des sociologues, une espèce d'artefact social, coupé de ce qui fait son sens. Ça paraît un peu grossier de le dire ainsi, mais ce qui fait son sens reste, à mon point de vue, son caractère productif. Quand je dis ça, il ne s'agit pas du tout de négliger la question salariale, au contraire. Je vous citais Marx tout à l'heure, on saurait dire que Marx a négligé la question salariale, c'est au cœur de l'ensemble de son œuvre. Mais précisément, penser le salariat suppose, et c'est ce qu'a voulu faire Marx, de distinguer travail et salariat. La chose est d'importance pour nous, en effet, à mon sens, à confondre travail et salariat. D'une part, on s'interdit de penser la variété et la succession des formes historiques d'encadrement social du travail. Le salariat n'a pas été la forme universelle permanente d'encadrement social du travail, même si on en trouve des formes extrêmement anciennes. Mais je dirais, si on prend le temps long de l'histoire de l'humanité, le salariat ne serait qu'un épiphénomène. Et encore aujourd'hui, dans une large partie de la planète, le salariat n'est pas ce qui domine dans les formes pratiques du travail, même si le salariat s'étend de façon considérable. On a vu comment il s'était étendu ici, à l'échelle de la planète, il s'est étendu à un rythme encore plus important, très significatif. Mais je dirais, ça ne veut pas dire non plus
que le salariat serait la forme définitive d'organisation sociale des activités de travail. Donc, d'une part, on s'interdit effectivement de penser spécifiquement le salariat et son histoire, et d'autre part, on s'interdit de penser au sein même du travail contemporain salarié, comme il domine en France, la tension permanente qui existe entre le travail et la norme salariale, ce qui correspond par exemple à ce qu'on trouve dans la littérature des ergonomes, quand les ergonomes distinguent le travail prescrit et le travail réel. Le travail prescrit, c'est la tâche, c'est ce qui figure sur le contrat de travail ou les documents annexes, sur la définition qui est donnée par la hiérarchie de la nature du travail à accomplir, et les ergonomes et les sociologues du travail, quand ils ont étudié les choses d'un peu près, montrent bien évidemment que le travail réel, ce que les gens réalisent dans la pratique, y compris pour que ça tourne, y compris pour que ça fonctionne, est toujours dissocié de ce travail prescrit. Autrement dit, le travail n'est jamais soluble dans la norme salariale qui pourrait le définir. Alors, c'est pour ça que je suggère, quant à moi, une définition plus large du travail, qui se trouve bien dans le sillage de Marx que je citais tout à l'heure, activité à vocation productive, autrement dit, de bien insister sur cette connexion étroite des idées de travail et de production. La production, qu'est-ce que c'est? Je la définirais de façon extrêmement grossière, comme un changement de l'état du monde, pensé comme plus favorable, utile, désirable, et vous voyez bien que dans cette idée, on retrouve la question de l'économie. J'insiste bien sur le fait que cette définition n'est pas une définition de clôture, mais d'ouverture, qui vise à ouvrir un programme de recherche, que j'essaye de poursuivre plus ou moins depuis plusieurs décennies, c'est-à-dire comment identifier le caractère productif de l'activité, productif pour qui? Pour soi, pour les autres, pour la société. Quels dispositifs sociaux, ensuite, dispositifs sociaux notamment métrologiques, peuvent être considérés comme les garants pour la reconnaissance de ce caractère productif de l'activité, ceci dans une société de façon générale, mais comment ça se joue particulièrement dans notre société contemporaine, qui est dominée par l'institution marchande. Autrement dit, est-ce que le marché est la seule instance à même de reconnaître un caractère productif à l'activité? Ce n'est pas évident, on pourrait montrer des contre-exemples. Et quand on dit marché, de quel marché s'agit-il? Que faire de ce fameux hiatus, qui est au cœur précisément de la théorie de Marx, entre le marché du travail, Marx, on a ossifié la notion de force de travail, qu'on a du mal à comprendre, mais ce que nous dit Marx, c'est quelque chose de très important, c'est que ce qui se vend, ce n'est pas le travail réalisé, mais c'est simplement une potentialité de travail, un engagement à travailler, il faut encore le mettre en œuvre, donc un marché de la potentialité de travail, d'un travail en puissance, par opposition à un marché des produits du travail, ce qui est une façon de poser précisément la question du rapport entre l'indépendance et le salariat, l'idée que dans le salariat, on n'achète qu'une potentialité de travail, c'est bien ça qui génère ensuite tout ce fameux problème de l'organisation du travail, de la mise en œuvre des travailleurs pour réaliser une production. Cet espace méconnu de la théorie économique, qui a tendance à rabattre l'un sur l'autre, que Marx appelait le laboratoire secret de la production, et qui a été, depuis quelques décennies, investi par les gestionnaires, qui ont occupé très largement cet espace ignoré par les économistes, pour des raisons analytiques à la construction de la théorie économique, sur lesquelles je ne vais pas revenir ici. Alors, je voudrais aborder ce programme de recherche négativement, si je peux dire, en présentant d'abord un schème de pensée qui, à mon sens, fait obstacle au bon traitement de la question, qui est ce fameux paradigme énergétiste. Introduire la question ainsi a pour moi un double intérêt, un intérêt réactif, ce qu'il faut éviter, par rapport à quoi j'essaye de me situer, mais aussi un intérêt positif, car au fond, il s'agit bien d'une réponse au problème que je pose, qui est à certains égards conforme aux préconditions théoriques que je me suis données, cette façon de penser le travail comme inscrit dans un ordre naturel. Mais le problème, c'est le caractère réducteur de ce naturalisme énergétique. Il l'a toujours été, mais il est aujourd'hui profondément anachronique. Sans doute, l'homme travaille toujours par l'exercice de ses forces, si minime soit-il, comme lorsque j'écris sur mon ordinateur, c'est que quand même j'utilise les muscles de mes bras, de mes doigts pour transmettre une information, comme là, comme quand je vous parle, et nous verrons ça tout à l'heure dans une belle citation de Lavoisier. Mais nous sommes bien conscients que cet usage de force, qui reste nécessaire dans n'importe quelle activité de travail, n'est qu'un corrélat secondaire, dans la quasi-totalité des cas, de ce qui fait fondamentalement
le caractère productif de notre activité. Alors, j'aborde là la seconde partie de mon exposé autour de ce paradigme énergétiste. Oui, j'avais ma montre quelque part. Ça marche. Merci. Pourquoi j'évoque tout de suite sa permanence? Eh bien, une seule illustration permet de comprendre ce que j'entends par permanence de ce paradigme. Pourquoi parle-t-on encore aujourd'hui en ergonomie de charge mentale? Un jour, j'étais intervenu pour les ergonomes, j'étais à la tribune avec mon invité, la personne qui m'invitait là, comme aujourd'hui, et il m'avait répondu non, plus personne ne parle de charge mentale en ergonomie. Puis après, les ergonomes qui étaient dans la salle étaient tous venus me voir, non mais moi je suis désolé, mais je continue à travailler avec ça, je ne sais pas comment faire, etc. Bon. Donc c'est assez typique, c'est-à-dire qu'on aimerait bien traiter la chose autrement, mais c'est assez commode finalement, cette figure de la charge mentale. Hein. C'est-à-dire cette incapacité à évoquer l'activité cognitive avec un autre vocabulaire que celui de la physique, que celui de la charge, du poids, du travail au sens énergétique. Alors je suis venu progressivement à cette question. Moi j'avais fait une thèse à la fin des années 70 qui portait sur l'organisation du travail dans les industries à processus de production continue, ce qui m'avait conduit à développer ce que j'avais appelé à l'époque la notion de fluidité, c'est-à-dire comment arriver à penser une organisation industrielle où la production se réalise dans la continuité, dans le flux des matières au sein des installations. J'ai publié cette thèse, enfin, un ouvrage tiré en partie de cette thèse en 1987, qui s'appelle La fluidité industrielle. Et en fait, j'avais assez largement repris des questionnements qui étaient ceux de Pierre Naville quand il avait mené ses grandes enquêtes sur l'automation à la fin des années 50. Donc, qui ont été, dont le bilan est fait dans un ouvrage de 1963, qui reste, à mon sens, le meilleur ouvrage qui a été écrit sur l'automation, qui s'appelle « Vers l'automatisme social » de Pierre Naville, qu'on peut résumer avec cette formule issue du texte, l'arrêt de la chaîne classique immobilise les hommes, l'arrêt de la chaîne automatisée les mobilise. Ce paradoxe qui fait que dans l'organisation industrielle standard, a priori, on a un travail qui se déroule au rythme de la production, on a une espèce de, relation homogène entre travail et production, que ce qui caractérise d'une certaine manière le travail automatisé, c'est précisément que quand tout va bien, l'homme n'est pas mobilisé, que l'homme est appelé précisément au moment où le système productif déraille. Alors, c'est très important comme figure, parce qu'on voit bien que dans un tel cadre, la production ne peut plus être pensée sous une forme additive, comme une sommation d'éléments de travail. Alors ça, c'était pour moi quelque chose de tout à fait essentiel à la fin des années 70, début des années 80, car à l'époque régnait un marxisme dogmatique qui avait fait, très curieusement, de l'ingénieur Frédéric Taylor son maître à penser. Pourquoi ? Eh bien, du fait de l'étrange connivence entre la théorie classique et marxiste de la valeur travail, qui se présente bien le produit comme une sommation de travail, et la conception taylorienne de l'organisation industrielle, où on voit bien que, de même, on pense effectivement, sous cette forme séquentielle, la production comme une organisation séquentielle et donc qui relève d'une logique de sommation d'éléments de travail élémentaires, les fameux schémas de temps et mouvement. Et on trouve chez un certain nombre d'auteurs, par exemple, je vous renvoie à l'ouvrage de Benjamin Coria, qui avait eu beaucoup de succès à l'époque, l'atelier Le Chronomètre, qui nous dit en gros que Taylor, finalement, aurait réalisé la théorie marxiste du travail abstrait, ce travail abstrait réduit en unités élémentaires additionnables. Et il en découle un principe même de gestion industrielle, c'est-à-dire que l'organisation du travail viserait à réduire la porosité du travail, les temps morts, et ceci en accélérant les cadences, ces fameuses cadences infernales, c'est-à-dire en concentrant ces unités de travail dans un temps plus faible. Cette thématique est revenue très largement aujourd'hui au goût du jour dans toute une série de travaux qui portent sur l'intensification du travail. Cette idée d'intensification du travail renvoie toujours à cette fameuse figure qu'on trouve dans les temps modernes de Charlie Chaplin, je ne sais pas si vous vous souvenez, où on a le patron qui est aux commandes et qui tourne la manette, qui permet d'accélérer la chaîne. Donc on aurait ainsi un travail qui pourrait se dérouler plus ou moins rapidement dans une espèce d'accélération.
c'est une représentation tout à fait abstraite, parce que quand on ne peut raisonner ainsi que toutes les autres variables restant inchangées, et quand de fait on étudie une transformation de l'organisation industrielle, ça ne marche jamais comme ça, puisque c'est l'ensemble, je dirais, de la composition de l'organisation productive qui est modifiée. C'est pas effectivement cette figure où on pourrait simplement augmenter un rythme du convoyeur. C'est une très belle image cinématographique, mais une très mauvaise façon de penser l'organisation industrielle. Les études de Pierre Naville, je veux dire, qui était lui-même un sociologue et philosophe marxiste, s'il en était, m'invitaient à penser la chose autrement. Et j'ai été immédiatement je veux dire, convaincu de la pertinence de ce questionnement en étudiant le débat sur l'introduction du taylorisme en France dans les années 1910-1920, enfin, en fait, précisément à partir de 1913, on commence à discuter de Taylor en France. Parce que dans les années, fin des années 70, début des années 80, on nous parlait de crise du taylorisme en développant un certain nombre d'arguments montrant pourquoi ça ne pouvait plus fonctionner ainsi. Mais en fait, les arguments qui étaient développés dans les années 70-80, je les trouvais déjà dans la littérature du début du siècle, au moment même où on débattait du taylorisme. Je vous donne quelques éléments comme ça. L'idée que, finalement, Taylor pensait le travail comme une activité de manœuvre. Il a fait des études importantes sur chronométrant les porteurs de gueuses de fonte. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est qu'une gueuse de fonte. Donc, il étudiait les gens qui transportaient des gueuses de fonte et un certain nombre d'ingénieurs disaient qu'il aurait mieux fait d'inventer un pot roulant que de passer des centaines d'heures à chronométrer les porteurs de gueuses de fonte. Il ne s'intéressait pas aux activités cognitives. À l'époque, en France, vous avez un auteur très important qui s'appelle Jean-Maurice Laïe, qui est le fondateur de ce qu'on appelait la psychotechnique. Au moment où Taylor s'intéressait aux porteurs de gueuses de fonte, lui travaillait sur les linotypistes, les conducteurs de tramway, etc., c'est-à-dire sur des activités cognitives régulatrices, et non pas où l'homme était utilisé d'abord comme force motrice. Taylor aussi considérait la réduction de la porosité du travail comme, pour parler le langage gestionnaire moderne, le seul gisement de productivité. Là aussi, toute une série de gestionnaires nous disaient, mais parfois c'est plutôt la matière première qui convient d'économiser. Si on manipule une matière première précieuse, il ne faut peut-être pas trop s'occuper de savoir gagner des heures de travail, il faut plutôt pas perdre de matière. Enfin, question qui, je dirais, est revenue très très fortement, on voit bien que la norme taylorienne de travail consiste à se focaliser sur ce qu'on appelait le travail direct pour obtenir une augmentation de l'efficacité apparente au niveau, par exemple, du montage industriel. Eh bien, il faut déplacer toute une série de tâches en amont par le développement des bureaux d'études, des bureaux des méthodes, etc. Et je dirais, tous ces coûts d'organisation ne sont pas pris en considération dans un calcul qui porterait uniquement sur le travail direct. Enfin, dernier point, je n'ai pas le temps de le développer, mais c'est très intéressant parce que j'ai pu voir ça sur un point extrêmement précis chez Taylor. Taylor ne prend pas en considération le coût d'immobilisation du capital. Il explique que ça reviendrait au même je dirais, en contrepartie de l'augmentation de l'intensité du travail, d'augmenter le salaire des travailleurs ou de réduire la durée du travail. Sauf que si vous réduisez la durée du travail, vous réduisez aussi la durée d'utilisation du matériel et la norme taylorienne qui, précisément, pose cette égalité conduit à ne pas comprendre, justement, cette distinction, telle que faisait Marx, par exemple, entre procès de travail et procès de production. On ne peut pas tout ramener à la question du travail direct. Tout le problème de l'immobilisation du capital, c'est une question qui avait été reprise dans les années 80 par Dominique Tadei, qui avait réfléchi autour de ça au moment où la gauche cherchait en France à améliorer l'efficacité industrielle. Autrement dit, simplement pour conclure, cette norme taylorienne de l'efficacité industrielle était déjà obsolète en son temps, elle l'est encore plus aujourd'hui. Alors, pourquoi un tel succès durable ? Je suis revenu à ces questions en fait à la fin des années 80 à partir d'un autre corpus, celui relatif au concept mécanique de travail que j'ai
évoqué rapidement tout à l'heure. C'est un concept physique, produit d'une force par une distance, justement le produit de la force par le déplacement de son point d'application, d'où découle le concept de puissance, qui est le travail par unité de temps. Et c'est de ce concept mécanique de travail qu'émerge ensuite celui d'énergie, dès lors que rentre dans le dispositif non plus du mouvement mécanique, mais une capacité d'en produire par la chaleur, les forces magnétoélectriques, les forces de liaison chimique, etc. Pourquoi faire un tel détour? Eh bien, on peut le trouver tout de suite autour de l'expression même de la catégorie de travail, qui rentre officiellement dans le glossaire de la physique en 1829, chez Gaspard Coriolis, mais en fait qui est utilisé depuis bien plus longtemps, et qui s'inscrit explicitement dans une optique économique. L'ingénieur Claude Burdin, polytechnicien en 1815, disait explicitement qu'il s'agissait de soumettre la mécanique à l'économie politique, et plus précisément, un des fondateurs du concept de travail, Claudine Lavier, nous dit que le travail doit être considéré comme une monnaie mécanique. Autrement dit, cette introduction de l'économie politique, elle est dans les textes mêmes, dans ce projet d'une économie politique de la machine qui se joue dans la comparaison de la machine à l'homme. Comme la machine, la machine travaille, au sens où elle produit, mais comme l'homme, elle ne peut produire qu'en dépensant. Et c'est de là qu'on déduit le concept de rendement mécanique, rapport du travail utile produit sur le travail total dépensé. Donc ce concept de la physique naît de la mécanisation industrielle. Il s'agit de mesurer l'efficacité des machines par leur capacité à remplacer les hommes ou les animaux. L'introduction de l'unité, fameuse unité de cheval-vapeur, unité de puissance, désigne le nombre de chevaux qu'une machine à vapeur pourrait remplacer. Cette façon de poser le problème est présente dès le début du XVIIIe siècle, même fin XVIIe, dans un texte d'un ingénieur qui s'appelle Guillaume Amontons, qui présente une machine à feu à l'Académie des sciences et qui, pour montrer l'efficacité de sa machine, cherche à calculer combien d'hommes cette machine pourrait remplacer. Et pour ça, il étudie le travail humain, il est le premier à faire une espèce d'étude ergonomique du travail humain en termes mécaniques, à partir d'un exemple très intéressant qui est le polissage des miroirs. Il a travaillé avec l'industrie verrière, et dans le polissage des miroirs, on polit avec un instrument un polissoir sur lequel on exerce une pression, on va à une certaine vitesse, l'action dure un certain temps. Donc la pression, la vitesse, le temps, nous trouvons les trois paramètres de l'étude du travail qui seront repris plus tard, donc un siècle plus tard, par un autre ingénieur qui est Charles-Augustin Coulomb, sur lequel je m'arrête une seconde parce que Coulomb nous propose, dans son mémoire de 1799, une définition du travail qui en montre la dualité et qui est une définition, je dirais, beaucoup plus pertinente que celle qu'on trouve chez les économistes à la même époque. Il faudra longtemps pour qu'on arrive à conceptualiser cette double dimension du travail. Je vous le cite. Il y a deux choses à distinguer dans le travail des hommes ou des animaux: l'effet que peut produire l'emploi de leur force appliqué à une machine et la fatigue qu'ils éprouvent en produisant cet effet. Pour tirer tout le parti possible de la force des hommes, il faut augmenter l'effet sans augmenter la fatigue, c'est-à-dire qu'en supposant que nous ayons une formule qui représente l'effet et une autre qui représente la fatigue, il faut, pour tirer le plus grand parti des forces animales, que l'effet divisé par la fatigue soit un maximum. Donc c'est dans ce texte que l'on définit en fait la notion de rendement, du rapport entre l'effet utile, le travail comme production, et la fatigue dépensée, le travail comme dépense. Et il faudra attendre effectivement Marx pour avoir une distinction si claire de la distinction entre travail comme input et travail comme output, pour parler le langage des économistes. Et quand vous regardez les débats de l'économie politique au début du XIXe siècle, vous vous rendez bien compte que très souvent, toute la confusion vient de ce que cette double dimension du travail est difficilement posée par l'économie politique. Coulomb cherche donc en fait le rendement maximum pour une fatigue donnée, maximum s'entend de telle sorte que la machine humaine ne soit pas usée, puisse se représenter le lendemain dans un état de force constant. Son exemple de référence, c'est l'élévation verticale de fardeau. Il fait monter du bois de chauffage chez lui au 3e étage. On a bien ici un travail mécanique accompli. Et ce qui est très intéressant, c'est que pour trouver, en fait, ce qu'il cherche concrètement, c'est quel est le poids ou la charge que doivent prendre les porteurs à chaque voyage.
Pour pouvoir, je n'ai pas le temps de vous présenter malheureusement le modèle de Coulomb, mais pour pouvoir résoudre son équation, il faut qu'il normalise la fatigue. Comment normalise-t-il la fatigue? Eh bien, en considérant que le prix d'une journée standard de travail correspond à un quantum donné de fatigue. Donc, si deux travailleurs acceptent de travailler pour le prix d'une journée de travail, c'est qu'il y a le quantum standard de fatigue dedans. Cette conception du travail est tout à fait homogène, cohérente, avec celle que développe à la même époque Adam Smith, le travail comme sacrifice de temps de repos de bonheur, qui permet à Smith, de la même manière, d'équilibrer son modèle dans sa définition de la valeur travail. Ce modèle de Coulomb, je vous l'ai dit, a inspiré la mécanique des machines au début du XIXe siècle, qui elle-même est à l'origine de la thermodynamique. Et la thermodynamique est à l'origine de la bioénergétique du travail, au sens où tout système clos relève d'un schéma thermodynamique. Si on compte bien, il y a toujours, d'un point de vue thermodynamique, égalité entre tout ce qui rentre et tout ce qui sort. C'est le principe de la constance de l'énergie. La question est celle d'isoler dans ce qui sort ce qui est considéré comme utile, c'est-à-dire ce qui est considéré comme étant un produit. Cette démarche-là est donc appliquée à l'homme à la fin du XIXe siècle pour montrer en fait le principe d'équivalence thermodynamique de façon cohérente dans les organismes animaux. Il faudra la mise en place de la thermodynamique chimique sur laquelle a travaillé notamment Marcin Berthelot, puisque nous sommes dans son amphithéâtre. Mais dont, à la fin du XIXe siècle, effectivement, on a un modèle cohérent qui permet de concevoir un organisme animal, et l'homme en est un, comme un ensemble thermodynamique où on peut notamment isoler la production de travail mécanique, la production de mouvements mécaniques, comme un des outputs de son économie naturelle. C'est ce que fait en particulier un physiologiste français qui s'appelle Jules Ammar, donc en pleine époque taylorienne, publie sa thèse qui s'appelle « Le rendement de la machine humaine », où il étudie le travail humain sur un modèle thermodynamique cohérent. Mais en fait, tout ça n'a pas grand sens, parce que ce qu'on mesure, c'est la capacité de l'homme à fournir du mouvement mécanique, comme si c'était là la finalité même de son travail. Ammar va aller faire ses études à la prison de Biskra en Algérie, il fait pédaler des malheureux sur des espèces de vélos d'appartement. Le travail qu'il a accompli, c'est effectivement en fait, la meilleure manière de faire accomplir du travail de ce point de vue-là, c'est ce qu'on appelait la roue pénitentiaire, parce que là, on utilise à la fois les bras et les jambes, vous savez, on fatiguait les détenus en leur faisant tourner des roues de moulin, comme les roues d'écureuil dans les cages. C'est assurément pas la manière la plus intelligente d'utiliser l'homme dans la production. En fait, ces physiologistes de la fin du 19e, début du 20e, tendent à réaliser un programme de recherche qui était celui un siècle plus tôt de Lavoisier, qui avait l'espoir de construire sur cette base une théorie énergétique générale du travail humain, avec un modèle expérimental qui va être finalement celui qui va s'imposer. Il met son expérimentateur, qui s'appelle Seguin, sous une cloche de verre, il lui fait porter des poids, et il mesure les battements cardiaques et la quantité d'oxygène ingéré. Donc on a bien l'idée qu'effectivement, l'activité humaine repose sur un mécanisme de combustion où, avec l'oxygène qu'on inspire, on brûle les aliments qu'on consomme. C'est ce modèle-là qui va devoir être complexifié par la thermodynamique chimique, parce que, en fait, ce n'est pas un simple mécanisme de combustion, mais en gros, le modèle de Lavoisier était le modèle le plus robuste. Et je vous lis simplement la façon dont Lavoisier essaye de généraliser sa question dans un très très beau texte de la belle langue du XVIIIe. On peut connaître, par exemple, à combien de livres en poids répondent les efforts d'un homme qui récite un discours, c'est ce que je suis en train de faire, d'un musicien qui joue d'un instrument. On pourrait même évaluer ce qu'il y a de mécanique dans le travail du philosophe qui réfléchit, de l'homme de lettres qui écrit, du musicien qui compose. Ces effets, considérés comme purement moraux, ont quelque chose de physique et de matériel qui permet sous ce rapport de les comparer avec ceux de l'homme de peine. Ce n'est donc pas sans quelque justesse que la langue française a confondu sous la dénomination commune du travail les efforts de l'esprit comme ceux du corps,
le travail du cabinet et le travail du mercenaire. Un texte absolument superbe de Lavoisier. Mais donc, sans l'instrumentation des physiologistes, hein, c'est cette représentation du travail que l'on trouve chez Taylor et ses épigones, mais aussi, c'est ça que je voulais vous montrer, mais aussi chez ces critiques qui ont interprété le taylorisme comme l'expression de l'organisation capitaliste du travail, pour prendre les formules des années 70. Il faut voir comment, effectivement, c'est instrumenté dans l'industrie, avec ces unités élémentaires de travail, hein, ce que le disciple de Taylor, Frank Gilbreth, appelait le terblig, hein, ce qui est l'anagramme de son nom, le terblig, dont l'équivalent à peu près est le point Bedeau, de l'ingénieur Bedeau français immigré aux États-Unis, qui a permis d'équilibrer les chaînes en répartissant le travail tel que chacun soit soumis à un même quantum de fatigue. Je n'ai pas le temps, malheureusement, de vous lire la définition du point Bedeau, mais il y a une définition d'une demi-page pour nous dire ça. Pourquoi donc un tel succès au XXe siècle d'un schéma si réducteur, épistémologiquement et pratiquement périmé? En fait, c'est là-dessus que je veux arriver, ce schéma nous fournit les éléments d'un ordre social à peu de frais, car le travail ainsi considéré peut en définitive être réduit à des unités de temps. Si précisément on a supposé que la fatigue était répartie équitablement, on n'a plus qu'à compter du temps. Et à contrôler du temps, ce qui est quand même la chose la plus facile, ce qui nous conduit à cette définition implicite du travail qui est adoptée par la plupart des sociologues et qui conduit précisément à cette confusion avec le salariat, qui est que le travail serait l'activité qui se déroule dans l'espace réputé de travail pendant le temps réputé de travail. Donc, chacun sait qu'on peut éventuellement dans l'espace et le temps réputé de travail faire bien d'autres choses, et qu'inversement, quand vous prenez le RER et que vous entendez les gens discuter, ils ne sont plus dans l'espace et le temps réputé de travail, mais on voit bien que le travail se poursuit également. J'ai voulu montrer dans la conclusion du travail et ses valeurs à quel point cette représentation pernicieuse du travail a orienté nos débats politiques récents, en m'amusant à montrer que c'est en fait la même métrique que l'on trouve dans le fameux discours de Nicolas Sarkozy, qui n'a pas peu contribué à sa victoire en 2008, travailler plus pour gagner plus, hein, c'est-à-dire cette idée qu'il suffit d'augmenter le travail pour augmenter la production, mais c'est la même métrique qui est à l'œuvre chez ses opposants, partisans de la réduction de la durée du travail, qu'on peut formuler comme travailler moins pour travailler plus nombreux. Ma question ici n'est pas de discuter de ce thème important pour les relations sociales, hein, car la durée légale du travail est une variable aux nombreuses incidences, mais simplement de dénoncer cette fausse métrique, apparemment partagée, qui fait du travail une grandeur additive que l'on peut sommer ou au contraire répartir au gré des circonstances ou des objectifs. C'est sur ce point que j'entends conclure. Je pense que je vais respecter mon temps avec mon dernier paragraphe que j'ai donc intitulé « Penser le travail producteur ». J'avais pensé au départ l'intituler « Penser le travail créateur », mais je me suis dit que ça serait flagorneur. Donc, je suis resté à la production plus qu'à la création, mais au fond, pour moi, c'est à peu près la même chose, au sens où je vous ai défini la production comme faire que le monde soit un peu différent de ce qu'il n'était. Et c'est ici que je reviens aux questions qui enterrent mes premiers travaux sur la fluidité industrielle. Comment, au fond, donc penser l'activité productive en se libérant de ces deux schèmes symétriques dont j'ai essayé de montrer finalement en conclusion qu'ils faisaient bon ménage, le travail comme dépense d'énergie, hein, cette figure énergétique du travail comme dépense de force, le travail comme pure contrainte sociale, hein, cette espèce de socialisation du travail comme un artefact que l'on ne saisit plus dans ses formes effectives. Et effectivement, je rejoins ici Pierre-Michel Menger, je pense que le travail artistique est un bon instrument pour poser cette question, au sens où ça nous permet de distinguer clairement dans le travail deux figures de la contrainte qui sont souvent confondues. Je pense que je suis ici un peu en résonance avec ce qui a été dit tout à l'heure. Première figure qui est celle de la contrainte sociale, par exemple la contrainte salariale ou la contrainte marchande dans le cadre du travail indépendant, celle qui est relative à l'encadrement social du travail, à sa reconnaissance, soit par l'employeur qui accepte de payer pour ce qui est fait, soit par le marché qui accepte de payer pour ce qui est fait. Cette contrainte sociale, elle se distingue de la contrainte proprement productive, qui caractérise le travail dans son sui generis, activité orientée par sa fin, et ici, je ne fais pas le basculement que faisait peut-être Pierre-Michel Menger tout à l'heure, dans la fin au sens de la rémunération, au sens de la fin salariale. Je pense la fin d'abord dans la fin dans l'activité, dans la fin
dans la production. Donc ça intègre effectivement cette dimension intrinsèque du travail. Ce qui correspond à la définition que donnaient notamment les psychologues en définissant le travail comme activité contrainte. L'activité est contrainte non pas au sens de la contrainte sociale, mais au sens de la contrainte productive, c'est-à-dire une activité qui est orientée par sa fin, par ce qu'on veut obtenir. C'est en ce sens qu'il est légitime, par exemple, de parler du travail scolaire ou du travail domestique. Je veux dire, sans considération sur le salariat, s'il faut payer les gens pour faire du travail domestique, s'il faut payer les étudiants pour aller à l'université, mais simplement dans l'idée d'une activité qui n'a de sens que par rapport à la projection qu'on fait dans sa fin, dans le résultat qu'on veut obtenir. Et la fameuse figure de l'artiste maudit me permet d'éclairer cette distinction. Qu'est-ce que c'est que l'artiste maudit? C'est celui qui aura décidé de se mettre à l'écart de la contrainte sociale pour aller au bout de son œuvre, qui a la conviction qu'il ne sera pas validé socialement, que la contrainte sociale lui est défavorable, et pourtant, qui pourra douter qu'il travaille? S'il travaille, c'est bien que son activité est orientée par sa fin et qu'il juge son activité utile en un certain sens, c'est-à-dire créatrice. Alors, c'est bien sûr là un cas limite, car le travail est en général collectif, et tout le problème de l'organisation est de coordonner la façon dont chaque travailleur pense le caractère utile de son action, sous couvert des définitions de l'utile qui sont élaborées à des niveaux plus élevés de la hiérarchie productive. Je n'ai pas le temps ici de développer ces questions. Je veux simplement, avant de conclure, signaler deux dangers théoriques sur ce pan de ma réflexion. Le premier danger qui court toute une certaine littérature, c'est le piège de la dématérialisation. Ce n'est pas parce que la dimension énergétique de l'activité humaine a de moins en moins d'importance que le travail se dématérialise. Au contraire, je veux dire, notre activité de travail a aujourd'hui une puissance décuplée d'orienter les forces naturelles. Dans la conclusion, dans le dernier chapitre du Travail et ses valeurs, je prends pour expliquer ça le modèle de l'accident industriel. Quand vous avez un accident, comme le fameux accident AZF, vous avez un accident qui se déroule parce que vous avez un ouvrier qui, avec une pelle, a mis un produit sur un autre qui ne devait pas aller ensemble, ça explose. Bon, donc on pourrait dire, voilà, c'est simplement ça la cause de l'explosion. Ben non, quand on commence à faire un travail qui est fait par les accidentologues, on remonte la chaîne des causalités, on s'aperçoit qu'il y a toute une série d'activités en amont prises par l'ensemble des acteurs de la chaîne productive qui aboutissent à ce résultat. Eh bien, c'est la même chose qui se joue dans je veux dire, les petits miracles quotidiens que sont la production d'un bien quelconque, c'est-à-dire qu'on ignore comment, en fait, je veux dire, on a toujours cette espèce de représentation archaïque qui nous fait apparaître l'activité productive dans sa dimension finale la plus facilement saisissable par la connaissance. Il n'y a qu'à regarder comment le travail est représenté dans les imagiers qui sont donnés à nos enfants. Je veux dire, on représente toujours le boulanger, le paysan avec sa charrue. On a beaucoup de mal à représenter ce qui est l'activité de leurs parents dans la majorité des cas. Je pense que ça fait partie des problèmes que nous connaissons aujourd'hui. Donc, premier piège, je dirais, l'enjeu n'est pas celui de la dématérialisation, même si, effectivement, le travail de l'homme n'est pas principalement dans sa capacité à fournir de l'énergie. Second obstacle, qui est le statut de la norme économique. Là aussi, ce n'est pas parce que j'ai cherché à prendre mes distances par rapport à une conception ordinaire de l'économie qui l'a réduit au marché qu'il faudrait négliger cette place centrale de la régulation par les prix dans la société contemporaine. Alors, je présentais au début de mon exposé donc cet ouvrage Évaluer et valoriser, où j'ai tenté de mettre en œuvre avec mes étudiants et collègues ce programme de recherche visant à ouvrir donc cette boîte noire ignorée par la théorie économique, qui est le processus de production, ce fameux laboratoire secret de la production, selon la formule de Marx. Il ne s'agit pas du tout de reprendre la métrique que propose Marx pour résoudre le problème, cette fameuse métrique du travail abstrait. Je crois vous avoir montré de façon assez abondante que ce n'était pas du tout dans cet esprit que je m'inscrivais. Mais en revanche, de reprendre effectivement son questionnement, c'est-à-dire d'essayer de saisir dans l'activité productive elle-même les formes multiples de la création de valeur. Ici, l'économie marchande n'est pas oubliée. Il ne s'agit pas du tout de mettre en doute le caractère central de la régulation centrale qu'elle organise, mais l'enquête, et je ne peux ici que vous renvoyer à l'ouvrage,
permet d'ouvrir le champ en mettant en évidence les multiples métrologies qui sont à l'œuvre, métrologies plus ou moins antagoniques ou combinées, qui conduisent à reconnaître le caractère productif d'une activité, c'est-à-dire à définir le travail. Je vous remercie. Bien, merci François. Je voudrais d'abord te demander quels sont aujourd'hui les modèles qui se substituent au modèle ancien que tu as évoqué tout à l'heure, physiologique, thermodynamique, et dans les travaux contemporains d'ergonomie et d'analyse scientifique du travail. Quelles sont les ressources dont on dispose? Il y en a probablement la médicalisation de l'approche du travail s'est beaucoup développée. Et donc, est-ce qu'on a affaire à une pluralité de modèles qui ne se coordonnent pas, qui sont rivaux les uns des autres? Et quelle est l'évolution de ces modèles par rapport aux transformations du système productif, évidemment? On ne raisonne pas sur le travail dans le tertiaire comme dans le secondaire ou dans le primaire, secteur primaire. Ça, c'est ma première question, qui est plutôt technique. La deuxième est plus large. Évidemment, quand tu vises à restituer au travail sa fonction productive, est-ce que tu vas vers une sociologie ou une sociologie économique des incommensurabilités, c'est-à-dire que la différence prime sur la commensurabilité, la mesurabilité, et dans ce cas-là, quel est le système de rapports sociaux qui est coordonné à une situation de non-commensurabilité ou d'échange qui ne passe pas par simplement la commensurabilité, par exemple la réduction à une quantité d'efforts, etc., etc. Tous ces outils qui avaient simplement visé à qualifier le plus petit dénominateur commensurable. Donc ça engouffre là, évidemment, l'immense question des rapports sociaux, des inégalités dans les rapports sociaux, etc. Et si tu peux nous donner un exemple de l'application de ton modèle ou de ta tentative pour dire voilà ce qu'avec mon ambition je peux décrire mieux que ne le font d'autres, ça serait très utile. Autrement dit, je ne vais pas lancer un second exposé, on aura peut-être le temps dans les années qui viennent d'en reparler, mais c'est vrai que ça serait un bon moyen de visualiser un peu mieux où tu vas. Ce n'est pas des questions faciles, hein. Alors, sur le premier point, moi je ne suis pas du tout sûr qu'on assiste aujourd'hui à des tentatives de construction de métrique universelle comme ce à quoi on avait assisté au début du XXe siècle. Donc j'ai évoqué ce fameux texte de Lavoisier qui hante véritablement l'esprit de la psychophysiologie du travail au début du XXe siècle, notamment un auteur italien qui s'appelle Angelo Mosso, qui publie en 1891 son ouvrage qui s'appelle La Fatica, qui est traduit immédiatement en français dans toutes les langues, et qui a l'idée effectivement qu'on devrait pouvoir construire un modèle universel de la fatigue. Alors lui, il a une instrumentation qui est l'ergographe, qui lui permet de construire des courbes de fatigue individuelles. Il y a de nombreuses autres tentatives à l'époque, et il y a un rapport qui est fait pour le Bureau international du travail par un médecin qui s'appelle Victor Ders, un ouvrage qui s'appelle Les tests de fatigue, où il passe tout ça en revue de façon extrêmement minutieuse pour conclure qu'on ne peut rien conclure, quoi. C'est extraordinaire. Et il y a une préface qui est faite par Henri Piron, un grand psychologue du travail, qui dit clairement, effectivement, on a pensé qu'on pourrait finalement construire une théorie de la fatigue, alors que c'est une notion de sens commun qu'il faut laisser dans le sens commun. Et alors c'est intéressant parce que c'est précisément à ce moment-là qu'on bascule de la psychophysiologie du travail à la psychosociologie du travail.
C'est-à-dire que ce basculement, ça correspond aux enquêtes d'Elton Mayo, à un psychologue anglais qui s'appelle Charles Mears, qui développe la notion de fatigue industrielle, ce qu'on va trouver, par exemple, dans la tradition de George Friedman, c'est-à-dire, au fond, on déplace ça vers le social par ce que je vais analyser comme l'échec du projet de sciences du travail. Parallèlement, va se développer l'ergonomie qui renonce à ce projet de mesure universelle et s'inscrit plutôt simplement dans une démarche prophylactique à travers l'idée qu'il s'agirait, au fond, de poser des limites, non plus de rechercher l'optimum, mais simplement de poser des limites dans ce qui pourrait devenir pathologique pour les sujets au travail. Et je crois qu'on reste aujourd'hui dans, je dirais, ce même horizon historique, qui conduit de fait à donner finalement le primat aux économistes, on pourrait le dire ainsi. C'est-à-dire que les seuls qui finalement nous proposent une mesure universelle du travail, c'est les économistes à travers l'équivalent général monétaire. Et quand on regarde les débats contemporains, peut-être ils se jouent autour de ça, c'est-à-dire dans la discussion sur cet équivalent général monétaire, sans pour autant qu'on dispose, je dirais, d'instruments qui permettent de le discuter de façon pertinente. Et de ce point de vue, moi, je suis très frappé par le succès de ces modèles initiés par Karacek sur ces mesures, au fond, de la pénibilité du travail. Enfin, donc le projet consiste à mesurer justement pour un travail, c'est pas sans lien avec ce que tu évoquais tout à l'heure, selon une grille, tout ce que les gens jugent positif, tout ce que les gens jugent négatif, et faire un score et un bilan. Ils ne font que retrouver ce que les économistes à la fin du XIXe siècle appelaient la désutilité du travail. Le modèle de Jevons, qui s'appuie sur le calcul des plaisirs et des peines de Bentham, et qui nous propose ainsi un modèle qui est assez intelligent, d'ailleurs, le modèle de Jevons, parce que le problème de Jevons, c'est de montrer comment se fixe l'offre de travail. S'il y a une limite à l'offre de travail, si on doit payer pour que les gens travaillent, c'est parce que le travail est pénible. Mais il nous montre bien qu'il n'y a pas besoin de concevoir que le travail soit globalement pénible. On a une courbe du travail qui correspond à celle admise par la psychophysiologie de l'époque, où le travail, quelle que soit l'échelle temporelle, quand on pense sur le temps, le travail est d'abord très pénible, il faut s'y mettre, et puis de moins en moins pénible, jusqu'à un moment où il redevient de plus en plus pénible, de plus en plus pénible, de moins en moins agréable. On traverse. On en parler la semaine prochaine. On traverse très bien. Oui. On traverse la droite du zéro d'utilité. Donc, à un moment donné, ça devient de plus en plus, de moins en moins agréable, jusqu'au moment où ça devient pénible, de plus en plus pénible. Bon. Et donc, à la fin de la courbe, on a une désutilité du travail qui est croissante. Comme on a une courbe d'utilité du revenu qui, elle, est continuellement décroissante, ça c'est le principe général de l'économie marginaliste, de la désutilité marginale de la monnaie, eh bien, il vient un moment où l'utilité marginale du revenu ne compense plus la désutilité marginale du travail. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans le modèle de Jevons, il n'y a pas besoin de supposer que le travail est globalement pénible. Si on fait le bilan global, on peut avoir un travail qui est globalement agréable. Simplement, il y a un moment, c'est dans le temps que ça se joue, il y a un moment où la désutilité du travail ne compense plus l'utilité du revenu. Donc, c'est amusant parce que les économistes ont renoncé à ce modèle qui suppose de pouvoir avoir, alors que c'est un modèle beaucoup plus riche que celui qui s'est développé après, de la comparaison entre travail et loisir. Je ne raconte pas ça. Mais ils ont renoncé à ça parce que ça supposait, d'une part, dans la filiation de Bentham, de penser l'utilité positive ou négative. Donc on a renoncé à l'idée d'utilité négative, et d'autre part, d'avoir une mesure cardinale de l'utilité. Donc ça a été abandonné.
Or, voilà que ce sont les épidémiologistes qui nous réinventent le truc. Moi, j'avais fait partie d'un comité ANR sur travail environnement, travail et... oui, sur la... Comment ça s'appelait? Bon, ça va me revenir, peu importe. Qui était présidé par un épidémiologiste, et il y avait notamment des projets autour de ça. Moi, j'avais un peu dénoncé le truc, en disant, vous nous réinventez la désutilité de Jevons. Je m'étais fait jeter. Non, ça, c'est de l'épidémiologie, vous n'avez rien à dire, vous, comme sociologue, là-dessus. Alors, il y avait une étude notamment, ça m'avait beaucoup frappé, où il s'agissait de mesurer les conséquences du travail sur la santé de la femme enceinte et du jeune enfant. Et il y avait donc toute une batterie de tests physiologiques sur les femmes et les enfants, et qu'on rapportait simplement à ce score de désutilité. Mais pourquoi, d'un côté, vous admettez un caractère multivarié des choses, pour avoir un unique indicateur de santé, ce serait tellement simple. Pour le travail, il suffit de se ramener à ça. Donc, ce qui me frappe, c'est que pourquoi on se ramène à ça? Eh bien, parce qu'effectivement, on fait comme Jevons, on se ramène à la valeur monétaire associée. Et donc, je veux dire, si je prends toute cette épidémiologie-là, je la trouve extraordinairement régressive intellectuellement. Donc, voilà, je ne pense pas que nous puissions trouver aujourd'hui dans les sciences médicales du travail, pour dire les choses rapidement, que nous puissions trouver les instruments qui permettent de renouveler de façon pertinente ce débat pour le moment. On va bien voir ce qui peut... Alors, sur le deuxième point, je peux donner un exemple dans l'ouvrage Évaluer et valoriser, qui est un très très beau cas d'un jeune Toulousain sur la valorisation de la carcasse d'agneau. C'est un très beau cas parce que ça met en cause un peu les modèles classiques du label, avec l'idée que le label, donc il s'agit de carcasses d'agneau du Quercy qui ont un label rouge qui permet qu'ils soient mieux valorisés, mais dans le modèle économique traditionnel, y compris l'économie hétérodoxe, l'économie des conventions, on a une espèce de schéma simple. L'apport du label, la reconnaissance du label, entraîne la meilleure valorisation marchande du bien. Il montre que ça ne se passe pas du tout comme ça, parce qu'en fait, toute la viande qui est labellisée n'est pas vendue sous le label. Si on veut comprendre ce qui se passe, il faut rentrer dans le laboratoire secret de la production, où on voit comment les choses sont organisées avec deux postes essentiels. Le premier poste, c'est le poste du qualiticien, qui est un type qui voit défiler les carcasses à un rythme assez élevé d'ailleurs, qui les compare à une grille standard et donc leur attribue le label ou pas. Et ce qui est important, c'est que cette reconnaissance du label par le qualiticien va générer le paiement au producteur. C'est-à-dire qu'on a un indice qui est celui du prix de marché de l'agneau, mais par rapport à ça, les producteurs, je dirais, recevront pour leur bête un prix plus ou moins élevé, suivant si la place de la carcasse dans la grille. Donc, effectivement, on voit comment ce poste de qualiticien va générer la reconnaissance de la valeur en amont. Mais ce n'est pas la reconnaissance de la valeur en aval, parce qu'en aval, on a un second poste qui est celui du commercial, qui, lui, est en contact avec les clients, les bouchers individuels ou les supermarchés, et va valoriser les carcasses en fonction de la connaissance qu'il a des clients, de ceux qui s'intéressent plutôt à l'arrière-train ou à l'avant-train, etc., et où on a un mode de valorisation qui ne passe pas forcément par le label. Donc, au sein de cet espace productif, je peux considérer comment se distribue la valeur en amont dans le paiement au producteur, comment se constitue la valeur en aval
dans la valeur marchande des biens telle qu'elle est évaluée en définitive chez les bouchers. Il faut que je pense l'organisation avec l'activité pratique de ces travailleurs en son sein pour comprendre effectivement le processus de valorisation qui est beaucoup plus complexe que ce que va nous dire la théorie économique qui présuppose le moment ponctuel du marché sans penser l'activité productive. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question par cet exemple. Si, je vais en tirer 3 éléments de conclusion pour te remercier. Premièrement, tu fais de la sociologie économique, tu viens de nous en donner une démonstration. Deuxièmement, la question est, est-ce qu'on procède à une réduction d'échelle de l'analyse pour montrer que quand le grain est plus fin, on voit plus de choses, hein, et que donc on doit se débarrasser des modèles standards, homogénéisants, etc. Ce qui veut dire aussi, à l'inverse, que la question qui est posée, mais sur laquelle maintenant je vous invite à aller lire les ouvrages de François plutôt que de prolonger la discussion, c'est quel est le modèle macro dans lequel s'enchasse tout ça? Parce que c'était ça l'objectif de Marx. C'était d'avoir un modèle général, pas de division du travail, etc., etc. Donc de substituer un autre système économique complet qui enchasse littéralement le travail, parce que la relation entre travail et système économique était complète. Du moins, il l'ambitionnait ainsi. Et donc, ça, c'est le point. Évidemment, il peut y avoir une tension entre le grain plus fin de l'analyse qui montre qu'on travaille de manière très différente, des opérations de jugement qui sont incorporées dans des actes de travail, qui donnent lieu à des valorisations extraordinairement différenciées et bifurcantes, etc. Et puis, de l'autre côté, quel est le système d'équilibre général de tout ça quand on se place au niveau de la distribution des conditions sociales d'activité, ce que j'ai évoqué un peu dans mon premier cours sur les conditions de possibilité du bon travail, les conditions en quelque sorte macro. Et là, il y a évidemment beaucoup d'éléments à creuser. En tout cas, merci d'avoir fait allusion à Jevons, parce qu'on va le retrouver la semaine prochaine. Il figure avec le diagramme que tu as évoqué avec brio. Il n'avait même pas besoin du diagramme pour comprendre, enfin, mais on le montrera, je le montrerai. Donc, merci pour cette attention inintentionnelle qui prouve qu'il y a un certain élément de communauté d'esprit dans le travail. Je te remercie vivement et merci à vous. Merci à vous.